Bonjour à tous. Imaginez, d'un côté Einstein qui décrit avec précision les trous noirs et le Big Bang, et de l'autre, la physique quantique qui explique les atomes et fait marcher nos téléphones portables. Deux géants de la science, mais qui ne s'entendent pas. Et pourquoi ? Parce que la relativité générale et la mécanique quantique ne se combinent pas à l'échelle fondamentale dans des conditions extrêmes comme celle de l'échelle de Planck. Et depuis 100 ans, ce blocage limite notre compréhension de l'univers. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi les scientifiques cherchent encore la théorie du tout pour unir ces deux mondes. Commençons par les bases avec deux révolutions majeures. En 1905, Einstein formalise la relativité restreinte en s'appuyant sur les travaux de Poincaré. L'espace et le temps ne sont plus fixes, ils s'étirent comme un élastique. Et en 1915, avec la relativité générale, il explique la gravité non plus comme une force mystérieuse, mais comme la courbure de l'espace-temps autour des masses. Imaginez l'espace-temps comme une rivière invisible qui coule autour des objets massifs. Le temps, dans cette image, correspond à la direction du courant, tout ce qui existe est entraîné par lui, instant après instant. Quand un rocher est placé dans cette rivière, il ne crée pas un trou où les objets tombent, mais il perturbe le flux. Le courant se tord et ralentit autour de lui. Une feuille, portée par la rivière, contourne naturellement le rocher. Elle ne choisit pas sa trajectoire, c'est le courant lui-même qui la guide. Et c'est exactement ce qui se passe autour d'une planète ou d'une étoile. La planète, ou l'étoile, c'est le rocher. L'espace-temps, c'est la rivière. Et la manière dont le courant s'écoule montre comment le temps passe et comment les objets suivent la géométrie de l'univers. Imaginez maintenant que la rivière change de vitesse près du rocher. Le courant ralentit un peu autour de lui. Selon Einstein, c'est ce que fait la masse à l'espace-temps. Elle courbe le tissu de l'univers et ralentit le passage du temps tout près d'elle. Pour un observateur situé très loin de la planète, le temps près de la masse semble ralentir comme si la rivière avançait plus lentement. Mais pour quelqu'un qui se trouve à proximité, tout paraît normal. Le courant est son univers et il ne remarque aucun ralentissement. C'est seulement en comparant les deux points de vue que ce phénomène, appelé dilatation du temps, devient visible. Ainsi, un objet ne tombe pas vers une planète, il suit le courant courbé de l'espace et du temps. Plus le courant ralentit, plus la trajectoire semble dévier. Cette théorie de la relativité générale décrit parfaitement l'univers à grande échelle. Elle a prédit les trous noirs et les ondes gravitationnelles détectées pour la première fois en 2015 par LIGO. Einstein reste le maître incontesté de l'univers à très grande échelle. Mais dans les années 1920, la mécanique quantique vient tout bouleverser. Elle ouvre la porte de l'infiniment petit, le monde des particules. Un électron n'est plus une bille, mais un nuage de probabilités. Avec Heisenberg, on découvre le principe d'indétermination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule. Et ce n'est pas tout. Une particule peut être en plusieurs états à la fois, c'est le principe de superposition, comme le fameux chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant tant qu'on ne regarde pas. La mécanique quantique a révolutionné notre monde grâce à l'invention des lasers, des transistors, de l'IRM, etc. Ça a été un succès total à l'échelle microscopique. Mais voilà, dès qu'on essaie de la combiner avec la relativité, ces deux mondes entrent en collision. Le clash survient dans les conditions extrêmes. Premièrement, dès la première seconde du Big Bang. Deuxièmement, au cœur des trous noirs. Et troisièmement, avec les particules ultra-énergétiques possédant une énergie cinétique extrêmement élevée. Le problème numéro 1, c'est l'espace-temps qui est lisse à grande échelle, mais l'infiniment petit est granuleux. À l'échelle de Planck, c'est-à-dire à 10 puissance moins 35 mètres, notre rivière d'espace-temps se transforme en petites briques qui bougent dans tous les sens. Les gravitons, les particules théoriques de la gravité, interagissent en boucle infinie, rendant les calculs incohérents. Et le problème numéro 2, les mathématiques s'effondrent. La relativité seule se résume à quelques équations, mais combiner quantique et gravité produit des intégrales infinies et des résultats absurdes.
l'énergie serait infinie partout, ce qui n'a aucun sens physique. Mais pourquoi cela se produit-il ? Les gravitons ne transportent pas seulement la gravité, ils interagissent entre eux. Dans les calculs, un graviton interagit avec un autre, qui interagit avec un autre, et ainsi de suite, ce qui crée des boucles sans fin. Et quand on tente d'insérer tout ça dans les équations classiques de la physique quantique, elles deviennent incohérentes. Par exemple, un électron près d'un trou noir. Pour un électron qui émet ou absorbe des photons, tout fonctionne parfaitement, du moment que l'espace-temps reste presque plat sans grande courbure. Mais près d'un trou noir, la gravité est si intense qu'elle courbe fortement l'espace-temps. Or, les équations classiques supposent un espace-temps plat, tandis que la mécanique quantique fonctionne avec des probabilités très fines. Le comportement de l'électron devient alors impossible à prédire. C'est un véritable chaos mathématique. Et c'est pour cela qu'on parle de clash entre relativité et quantique. Pour essayer de résoudre ce clash, les physiciens explorent des théories avancées. Et la première est la théorie des cordes. Proposée dans les années 1960-1970, elle imagine que tout ce qui existe, les particules, les forces, l'énergie, sont de minuscules petites cordes qui vibrent, bien plus petites qu'un proton. La vibration détermine la particule, l'électron, le quark, le photon et l'espace-temps émergent du mouvement de ces cordes. C'est séduisant car cela pourrait unifier toutes les forces, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et faible. Mais c'est impossible à tester pour l'instant car les cordes sont trop petites et les observer directement nécessiterait un accélérateur de particules de la taille du Soleil. La théorie des cordes reste donc une hypothèse mathématique. Dans les années 1980-90, une autre théorie intéressante émerge, la gravité quantique à boucle. Elle imagine l'espace-temps comme formé de grains fondamentaux, des sortes de pixels d'espace et de temps, empêchant la matière de se compresser à l'infini dans un trou noir. Ces grains sont reliés par des spins, créant un réseau qui structure l'espace et le temps, un peu comme un réseau de neurones reliés par des synapses dans le cerveau. En relativité générale, quand une étoile s'effondre sous son propre poids, toute sa masse se concentre en un point minuscule appelé singularité, où la densité devient infinie et nos lois physiques ne marchent plus, comme un mur infranchissable. Mais avec cette théorie, la matière dans un trou noir ne s'effondre pas jusqu'à un point de taille nulle. Elle forme une minuscule cellule d'espace-temps. Quand la densité devient trop élevée, une pression quantique issue de ces grains stoppe l'effondrement et fait rebondir la matière, créant une étoile de Planck. Ces unités sont incroyablement minuscules. Une aire minimale est de l'ordre de 10 puissance moins 70 mètres carrés et le volume minimal 10 puissance moins 105 mètres cubes, ce qui correspond à la taille d'environ une longueur de Planck, soit 1,6 10 puissance moins 35 mètres, bien plus petite qu'un noyau atomique. Cette étoile super dense pourrait conserver toutes les informations du trou noir d'origine, sa masse, sa charge, ses détails quantiques et les relâcher lentement à mesure que le trou noir s'évapore, résolvant ainsi le fameux paradoxe de l'information qui, selon la relativité générale, l'information qui entre dans un trou noir semble disparaître car rien ne peut s'en échapper, alors qu'en mécanique quantique, cette information ne peut jamais être perdue. Mais qu'en est-il du temps ? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Le temps, tel que nous le percevons, n'existe pas vraiment. Pour décrire l'évolution de l'univers, la théorie utilise les spinforms ou mousses de spin. On peut les imaginer comme la pellicule d'un film cosmique. Chaque image est un réseau de spins, une photo figée de l'espace, et passée à l'image suivante correspond à une petite transformation quantique, un ajustement discret de la géométrie. La mousse de spin, c'est le film entier de l'univers quantique. Chaque image correspond à un instant d'espace et l'ensemble montre comment l'espace-temps change et évolue. Autrement dit, le temps émerge du passage d'une image à l'autre. Et ce n'est pas tout. Certains pensent qu'un trou noir pourrait se transformer en trou blanc, rejetant la matière au lieu de l'absorber. Une explosion de matière cosmique qu'on pourrait peut-être un jour observer dans l'espace. Appliquée à l'univers entier, la gravité quantique à boucle devient alors la cosmologie quantique à boucle.
Plutôt que le Big Bang comme singularité, le modèle suggère un Big Bounce. Notre univers rebondit après la contraction d'un univers précédent. Cet univers d'avant se serait comprimé jusqu'à une limite où la gravité quantique devient si puissante qu'elle bloque tout écrasement supplémentaire. À ce moment précis, l'effondrement s'interrompt et l'univers repart dans l'autre sens, en expansion, comme un ressort comprimé qui se détend, tel que nous l'observons aujourd'hui. Ce modèle pourrait même expliquer certaines bizarreries du fond diffus cosmologique et nous donner des indices sur un univers précédent. Le Big Bang ne serait alors qu'un chapitre d'une histoire sans fin. Et en 2025, le télescope spatial James Webb et Euclide révèlent l'univers comme jamais auparavant. On observe des galaxies lointaines, des supernovas, des trous noirs géants et des nuages de formation d'étoiles. Ces observations aident à explorer le Big Bang, mais aussi à tester l'idée d'un multivers et même chercher des signes de vie extraterrestres.